l'accompagnement des patients en oncologie, à la pharmacie, par rapport à leurs médicaments, à la délivrance, par rapport aussi à l'observance et puis à la gestion des effets secondaires. Et dans mon cabinet naturopathie, effectivement, je les suis, donc je les accompagne avec l'hygiène de vie, le côté psychologique, la nutrition, et notamment Elisabeth Perruca est ma première patiente à mon cabinet que j'ai créé il y a 4 ans. Et bon, c'est un honneur de la suivre et c'est très enrichissant, c'est une expérience très enrichissante, pas évidente. Et puis enfin, monsieur Jean-Louis Mousset, j'ai pu le contacter sur LinkedIn et j'ai essayé de l'inviter à cette table ronde, mais il est à Aix-en-Provence, il vit à Aix, il est oncologue et puis pareil, il a approfondi tout ce qui est médecine intégrative, accompagnant les patients cancéreux depuis 30 ans. C'est un grand passionné et très abordable, vous verrez. Il va nous accorder du temps pour nous. Bonsoir. Donc moi je suis Jean-Pierre Daréco, excusez ma voix. Je ne suis pas du tout dans le domaine des professionnels. Je suis ce que l'on dit un usager ou quelqu'un qui a eu un cancer de la gorge. En 2 mots, je vais vous raconter et je le ferai, mais quand vous verrez tout à l'heure, vous comprendrez ce que dit le professeur. En fait, moi j'ai travaillé dans une multinationale qui est à Noisienne. Alors je n'ai pas travaillé toute ma vie à Noisienne, j'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé en Afrique, et voilà ce que j'ai fait. Et arrivant à Noisienne, à un titre assez élevé de cette mesure, un jour j'ai une boule dans la gorge. Alors ça m'a un peu étonné, je vais voir le médecin d'entreprise. Il me dit, oh mais ça doit être un kyste. Donc il m'a abreuvé avec des antibiotiques qui n'ont rien fait. Et je sentais cette boule, j'avais l'impression qu'une nuit, je ne pourrais plus respirer. Et de fil en aiguille, il m'a dit, tiens, allons faire une biopsie. Donc je suis allé à Lagny sur Marne, j'ai vu les services, et on m'a dit, oh mais vous avez la biopsie, cancéreux, etc. Et on m'a dit, écoutez, on vous propose un protocole, et c'est là où j'ai des messages à me faire passer, en me disant, il y a déjà une vingtaine d'années, on va vous enlever toutes les dents, on va ouvrir la mâchoire, on va aller chercher la boule avec la chirurgie, ensuite on va faire, etc. Je tenais un petit peu à mon look, moi à l'époque, j'étais moins vieux que maintenant, et je lui ai dit au médecin, c'est un protocole qui me paraît très lourd, y a-t-il pas là? Ah, mais je connais quelqu'un qui se fait aussi, vous connaissez, la mec du cancer. Donc il m'a dit, je vais me prendre un rendez-vous. Donc j'ai attendu 2 mois. Je peux vous dire que quand vous avez ce truc dans la gorge, pendant 2 mois, vous vous imaginez que le crâne, comme on dit, fait des dégâts qui se passent insupportables. En plus, la multinationale m'avait gentiment dit, nous on va s'en mettre, toi c'est pas sûr. Donc il m'avait foutu sur la touche. Donc tout ça, la tête, le truc. Heureusement j'ai une épouse, que j'ai toujours d'ailleurs, qui m'a soutenu, etc. Et lorsque je suis arrivé à Gustave Roussy, après je me taire, j'ai passé la parole à mon ami, on m'a dit, ce qu'on vous a proposé, monsieur, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans. Aujourd'hui, si vous voulez, on a une nouvelle machine, ne me demandez pas des détails techniques, qui vient des États-Unis. Par contre, on va faire un protocole, si vous en êtes d'accord. Quand vous êtes à ce point-là, je ne me suis pas posé de questions, j'ai dit, je suis d'accord. Alors pendant 2 ans, 3 ans même, j'ai suivi le protocole. Alors c'est très contraignant, puisque vous avez, la population est divisée en 2 parties. Vous en avez avec le protocole, d'autres sans le protocole. Et dès qu'il y en a un du protocole qui a un pet de travers, comme dirait l'autre, immédiatement il convoque tout le monde pour s'assurer que vous n'êtes pas. Voilà. Donc j'ai passé ma vie à aller à Gustave Roussy. J'étais au moins 2 ou 3 fois par mois. Le traitement a été très dur, j'ai perdu 10 kilos. Je ne pouvais plus manger, je ne vais pas vous raconter tout ça. Et de fil en aiguille,
ça m'a fait un choc important. Donc tout ça, en résumé, la maladie, je ne la connais pas d'un point de vue scientifique, comme mes collègues, mais je la connais d'un point de vue usagé, à tel point que même maintenant, j'ai rejoint la lutte contre le cancer. On en parlera peut-être après, parce que sinon je vais venir m'asseoir toute la soirée. Donc merci. Alors je m'appelle Bébé Oulia Griffet, je suis enseignante-chercheuse en chimie à Sorbonne Université. Et en fait, ça fait 12 ans que je m'intéresse à des nouvelles méthodes de thérapie, et plus particulièrement à des thérapies du cancer du sein. Et comment je suis arrivée au cancer du sein? En fait, en tant qu'enseignant-chercheur, on peut travailler sur ce qu'on veut. Et quand j'ai rencontré des biologistes et des médecins qui travaillaient sur le cancer du sein, ben c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers cette maladie plutôt qu'une autre. Donc voilà, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille main dans la main avec des biologistes et des oncologues qui sont très spécialisés dans le cancer du sein. Merci. Alors, Elisabeth m'a confié un texte qu'elle a souhaité que je lise pour la représenter et pour laisser passer un message fort, parce que c'est quelqu'un qui a vécu 20 ans aux États-Unis et qui a eu un premier cancer il y a 20 ans et au bout de 5 ans une récidive. Et elle est yoga thérapeute et elle a vraiment vécu là-bas l'intégration de l'inclusion de la médecine intégrative dans les services d'oncologie qui sont beaucoup plus développés qu'en France. Et donc elle a eu une expérience un petit peu plus différente avec son cancer métastasique osseux il y a 3 ans qu'elle a vraiment vécu depuis 3 ans quand elle est retournée en France pour se faire soigner. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, que je la suis depuis ce temps-là. Et voici vraiment ses souhaits les plus forts pour... voilà, elle a une vision en fait. Et je vais vous la lire. Bonjour, je suis Elisabeth Perruquin, je suis yoga thérapeute et je vis avec un cancer du sein métastasique. Ma santé m'empêche d'être parmi vous en personne aujourd'hui. C'est donc Isabelle qui va porter ma voix en lisant ce texte que j'ai écrit pour vous, pour cette table ronde. Un jour, un conférencier a partagé une diapositive qui montrait un tag sur un mur. Vous n'avez pas besoin de vos yeux pour voir, vous avez besoin d'une vision. Je profite donc de cette table ronde pour vous parler d'une vision, la mienne, mais pas seulement. C'est aussi la vision de milliers de personnes à travers le monde dont le travail, la vocation même, consiste à répondre à une question. Comment aider les personnes atteintes d'un cancer? Avant de partager cette vision, je voudrais souligner que, peut-être plus que toute autre maladie, le cancer touche tous les aspects de la personne, physiquement, psychologiquement, émotionnellement et même spirituellement. C'est pour cette raison que la personne qui vit l'expérience du cancer doit être accompagnée par une équipe pluridisciplinaire, capable de traiter le patient dans sa globalité et pas seulement sur le plan physique. Revenons maintenant à cette vision dont je veux vous parler. Pour cela, il faut que je remonte à 2019. Je vivais aux États-Unis, alors à Atlanta, dans l'État de Géorgie, où j'assistais à la conférence annuelle de l'APOS, American Psychosocial Oncology Society. L'APOS a été créée par des oncologues américains au début des années 2000 qui, pour la première fois, voulaient inviter le professionnel autre que des médecins et plus précisément des psychologues et des assistants sociaux pour travailler avec eux. Je précise au passage que dans le système de santé américain, l'assistant social agit comme un véritable coordinateur entre médecins, les autres personnels de santé ainsi que les associations et autres institutions extérieures à la médecine. Il est une courroie de transmission indispensable dans un parcours de soins en oncologie. Revenons donc en 2019 à Atlanta, où se déroule la conférence annuelle de la POS. Dans un grand hôtel du centre-ville, la conférence regroupe 200 psychologues, travailleurs sociaux, infirmiers et chercheurs venus des 4 coins des États-Unis, tous travaillant avec et pour des personnes
personnes touchées par le cancer, généralement au sein d'un centre de santé, donc hôpital public, hôpital privé, clinique. Je m'en souviens aujourd'hui encore très bien. À la fin de ces 3 jours passionnants, une assistante sociale clôture la conférence avec une présentation qui sera une révélation pour moi. Cette femme, armée d'un PhD, fait partie du service oncologie d'un hôpital du Texas, totalement novateur. Novateur d'abord parce que le service compte dans son équipe des oncologues, bien sûr, des radiologues, des radiothérapeutes et d'autres membres du personnel médical conventionnel, mais pas seulement. L'équipe regroupe aussi des psychologues et d'autres praticiens de médecine complémentaire, tels que réflexologues, acupuncteurs, nutritionnistes. La conférencière nous explique aussi que l'équipe est également composée de conseillers financiers, de représentants religieux, tels que pasteurs. Tous travaillent ensemble. Dans sa démarche, l'hôpital en question place le patient au centre de son parcours de soins. Il le rend acteur principal de sa santé. Le patient est aussi vu dans sa globalité, dans sa dimension physique, psychique, émotionnelle et spirituelle, vivant dans son écosystème. Et c'est cela aussi qui rend cette approche novatrice. Autre élément novateur, ici, l'oncologue n'est plus le seul décideur. L'intervenante nous montre, vidéo à l'appui, que tous les professionnels de cette équipe travaillent en coopération, qui participent aux réunions concernant chaque patient, tous assis à la même table et tous considérés au même niveau d'égalité. Je vous laisse imaginer la puissance de cette approche. Certains centres de soins l'ont adopté dans le monde, et notamment Jean-Louis Mousset, qui est énorme, qui a la même vision. Ils sont encore rares, mais ils existent. À mon sens, cette approche peut et doit être dupliquée partout si nous voulons mettre toutes les chances de notre côté pour accompagner le cancer vers la porte de sortie, pour transformer l'énergie de cette maladie très complexe en une énergie transformatrice vers plus de santé et de bien-être. Souvenez-vous, il suffit d'avoir une vision. Merci Isabelle. Tu mets le doigt sur un grand sujet qu'on va aborder ce soir parce que j'ai voulu mélanger plusieurs approches ce soir, plusieurs disciplines. En fait, c'est le sujet vraiment de l'interdisciplinarité. Avant d'en parler ici en table ronde sur la vision, qu'est-ce qui se passe en France, où est-ce qu'on en est de l'interdisciplinarité, et on en profite aussi pour dire, pour voir où est-ce qu'on en est, tant au niveau des diagnostics, de la prévention, du diagnostic, et puis de la diagnostic, prévention et de la thérapie, pardon. Oui, puis il y a thérapie dans le sens global. Donc on va avoir ici une vision qui est celle de Jean-Loup Mousset. Donc merci Isabelle de l'avoir contacté, voilà, qui va compléter votre vision, et puis on va échanger autour de ce sujet. Bonjour à tous, merci encore Isabelle pour l'invitation à participer à la table ronde, à distance, préenregistré. C'est impossible pour moi de bloquer du temps pour venir, et j'aurais bien aimé, mais le travail est très présent, la tâche est grande, donc c'est à distance qu'on va partager cette table ronde. Je suis oncologue médical, je suis spécialisé en santé et environnement, malgré les apparences, je sais que je fais jeune, mais ça fait 30 ans que donc je m'occupe d'accompagner les personnes atteintes de cancer. Et j'ai créé en 1997 les premiers ateliers de nutrition en France. C'était d'ailleurs les premiers ateliers d'éducation thérapeutique tout court. Je suis aussi formé en éducation thérapeutique, mais ma spécialité c'est l'accompagnement thérapeutique, c'est-à-dire plus encore associer des techniques où, au-delà de l'éducation thérapeutique, on associe une démarche qui aide le patient à s'autonomiser. Et dans le travail, il y a aussi une thérapie de groupe, donc ça en fait quelque chose de très puissant. Et c'est ça dont je voudrais partager avec vous, c'est Octobre Rose. Moi, j'ai depuis toujours pris le parti d'en faire le mois du cœur,
la couleur rose, le mois du cœur, donc de tous les cancers, en fait de toutes les personnes touchées par le cancer, et de parler non pas seulement de prévention secondaire, qui est important puisque ça réduit bien sûr les séquelles, ça augmente les taux de guérison, mais encore mieux, ne pas tomber malade, la prévention primaire. Et ça, c'est pas assez, je trouve, abordé, et donc c'est vraiment notre credo à ressources, c'est de proposer cette prévention qui est très puissante, puisque le programme que l'on propose à ressources, par exemple, est capable de réduire de 50% les récidives de cancer du sein après un cancer du sein. Donc on est dans une étude qui apporte aux femmes qui ont eu un cancer du sein, qui ont été traitées de façon classique par les chimios, radiothérapies, hormonaux, et bien au lieu d'avoir une simple surveillance et des traitements médicaux qui se poursuivent, mais de proposer une vraie démarche de changement du mode de vie. Et l'étude montre et c'est l'étude randomisée, 2008, Barbara Andersen, qui montre que quand on fait cela, associé à une démarche de prévention, on est à 50% de récidive en moins avec 11 ans de recul. Alors la démarche est simple, si je puis dire, mais elle est complexe et ça n'est fait que au centre ressources à Aix et dans les centres qui ont été créés. C'est de proposer à la suite des traitements un vrai programme de réhabilitation, de transformation pour se reconstruire après les traitements, mais aussi se construire une santé. Ça dure 1 an. Là, la nouvelle version, on l'a modifiée avec un programme qui est 6 mois intensifié. Et donc ces programmes-là proposent aux patientes d'apprendre la gestion du stress, l'alimentation, l'activité physique, la communication relationnelle, en fait améliorer ses liens sociaux, son réseau social, et puis la connaissance, mieux comprendre pour mieux agir avec des enseignements qui vont apprendre qu'est-ce qui est bon de faire à travers l'alimentation, mais aussi à travers la façon dont on cuisine, mais aussi la qualité. Manger bio, c'est 25% de cancer en moins. Étude de Montpellier, française, 2018. Donc apprendre ce genre de choses, le rôle de la vitamine D, des multivitamines, c'est juste essentiel. Des petites choses mis bout à bout qui aboutissent à des résultats exceptionnels. Et donc ce type de démarche, vous savez certainement que on est des seuls aujourd'hui en Europe à proposer un programme structuré de ce type-là depuis 13 ans. À Aix-en-Provence et dans les centres ressources qui le pratiquent maintenant, pour apporter cette prévention de récidive, réduire les séquelles, et il se trouve que ce type de démarche donc est parfaitement efficace évidemment pour prévenir le cancer tout court. Et les patientes qui passent par le centre, vont apprendre à leurs enfants, à leur entourage, ce qui est bon de faire pour éviter le cancer. Voilà, les grandes clés, on les connaît, donc l'alimentation. On peut donner qu'un exemple, j'ai dit, manger bio déjà c'est 25% de cancer en moins, manger non industriel, réduire de 10% son alimentation en enlevant l'alimentation industrielle, c'est 10 à 14% de cancer en moins. Donc c'est des clés qui sont vraiment puissantes, importantes. Après un cancer du sein, je peux citer une étude américaine, 7000 infirmières qui ont été suivies alors qu'elles ont eu un cancer du sein, elles sont suivies. Celles qui prennent une multivitamine, j'ai bien dit multi, pas une vitamine. Une multivitamine, c'est-à-dire qu'on amène toutes les vitamines B, A, C, D, E, les minéraux qui vont bien avec. Quand on apporte ce type de complément, à dose physiologique, pas des doses pharmacologiques, c'est 30%. 30% de récidive en moins. Donc c'est des choses importantes. Voilà, on pourrait parler du jeûne intermittent, court, notamment le jeûne nocturne. C'est 36% de récidive en moins dans le cancer du sein, une étude avec 2000 personnes. Et je rappelle que malheureusement la France se réfère à l'Institut national du cancer sur l'aspect du jeûne nocturne ou du jeûne intermittent, alors que le National Cancer Institute a publié un rapport en 2023 qui montre à quel point c'est intéressant, utile et efficace après les traitements. Donc des moyens on voit que dans la façon de manger, on peut changer les choses, dans le rythme de manger. La cuisson peut jouer, le simple fait de manger, de faire de la cuisson vapeur. Vous allez rincer vos légumes, vous allez réduire notamment l'apport du cadmium. Vous savez que la France, malheureusement, est polluée au cadmium. 18% des enfants sont intoxiqués, au-dessus des normes autorisées, 48% des adultes. En Allemagne, c'est 5 fois moins pour les enfants, et 0% aux États-Unis, parce qu'on utilise des engrais qui sont malheureusement pollués, qui sont trop chargés en fait au cadmium. Le simple fait de faire du sport qui va faire transpirer, vous éliminerez votre cadmium
plus facilement parce qu'il s'élimine par la transpiration. Ou bien vous faites aussi transpirer vos aliments, et c'est surtout les céréales qui sont concernées. Bien, une cuisson vapeur va permettre de faire transpirer les aliments, réduire les polluants qui vont tomber dans l'eau que vous ne réutiliserez pas puisque vous avez le filtre dessus, et vous n'utilisez surtout pas l'eau de cuisson. Voilà, donc des moyens, j'en cite, je pourrais ne pas m'arrêter. Ça fait déjà 6 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Juste résumer, alimentation, activité physique, tout le monde le sait. Études récentes qui confirment que le cancer du côlon réduit dans les risques de récidive, mais on a montré depuis longtemps que ça aussi réduit les risques de cancer tout court, dans le sein du côlon, la prostate. Donc c'est un moyen évident que tout le monde peut aborder en adaptant à lui-même. La gestion du stress, c'est un élément essentiel. Le sommeil, l'état d'humeur, le lien social, qui à lui seul est un élément pronostic majeur en termes de santé tout court, mais aussi dans le cancer. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques contributions. On pourrait parler des heures. Je vous invite d'ailleurs à voir mon compte Instagram, il y a pas mal de vidéos qui parlent de ça, de cette prévention-là. Je vous invite à vous intéresser aussi au centre ressources en espérant qu'il y en aura bientôt un près de chez vous. Je vous souhaite une bonne santé, de beaux échanges entre vous. Au revoir. Voilà la maladie, donc vue dans son ensemble. Je voulais avoir votre vision sur, d'après vous, où est-ce qu'on en est en France, du coup, parce qu'on parle beaucoup d'approche aux États-Unis, puis là c'est tout nouveau, apparemment en France ça vient de plus en plus, mais pour vous, d'après vous, où est-ce qu'on en est? Peut-être monsieur Darico, on aimerait bien savoir où est-ce qu'on en est, s'il y a des chiffres, des évolutions sur la maladie. Non, je vais laisser mes collègues répondre à cette question, où on en est, etc. En écoutant les deux témoignages, notamment celui du professeur, là, qui est effectivement très simple, très compréhensif, et on se rend compte que cette maladie qui fait peur, elle est effectivement un peu impressionnante, parce que pendant longtemps, on n'en a pas parlé. On disait, ah mais il est une grave maladie. Mais très rares étaient les gens qui disaient, moi j'ai un cancer. Autour de vous, vous savez qu'il y a à peu près une femme sur 10 ou sur 8 qui a ou qui aura un cancer du sein, et quelques hommes aussi. C'est très rare de croiser quelqu'un dans la rue en disant « Ah ben dis donc, j'ai un cancer du sein », on n'en parle pas. Alors quand il a mal à la dent, mal aux dents, ah ben moi j'ai mal, etc. Donc je pense qu'en France, il y a un petit peu cette chose qui gêne à la connaissance de la maladie. Mais je vais vous laisser apprécier. Deuxième chose que je voulais dire, on parle beaucoup des États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, bon, ça va peut-être changer avec Trump et avec les nouvelles administrations, enfin, étaient en avance sur pas mal de sujets. Il faut dire qu'en France, il y a eu un monsieur Kouchner, dont vous avez tous entendu parler, qui a essayé de faire évoluer les choses en disant un hôpital ne peut pas continuer à être un groupe de soignants et un bâtiment. Il ne faut pas oublier que le patient ou l'usager, comme on dit si on est dans le public, l'usager est aussi important que les soignants. Donc il y a tout un développement, et je vous en parle parce que je le vis. Il a été créé il y a quelques années, c'est pas connu non plus, ce que l'on appelle les représentants des usagers. Donc moi, à ce titre-là, je suis dans le grand hôpital de l'Est francilien, je suis représentant des usagers, on m'a nommé président de la commission des usagers. Tous les mois, on se réunit avec les médecins, avec la direction, avec les soignants de tout ordre, et on analyse tous les chiffres, on analyse les plaintes, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé aux urgences. Alors, c'est pas le style, il n'y a qu'à Foucault, parce qu'on sait très bien que c'est plus compliqué, mais au moins, ça permet d'être la parole d'une tierce personne, c'est ce qu'on appelle la démocratie en santé, où effectivement les gens qui sont malades
et qui sont malades, ou les aidants, ceux qui les accompagnent, ont un rôle au moins aussi important que les médecins. Et aujourd'hui, on a du mal à supporter qu'un médecin vous regarde en disant « Ah mais moi je sais, toi tu sais rien, donc tu te tais ». C'est fini ce temps. Alors, comme en France, ça n'a pas changé en 6 mois, hein. Ça va prendre du temps, mais c'est les 2 commentaires que je voulais dire. Donc le témoignage que vous avez lu avec tous les gens, ceux qui ne sont pas directement les soignants, mais enfin tous les métiers qu'il y a autour, les aidants, etc., c'est extrêmement important. Ils ont un rôle de plus en plus important. Dans les hôpitaux, je suis très bavard, mais dans les hôpitaux, on va créer ce que l'on appelle une maison des usagers. Donc dans cette maison, la famille, même les médecins sont ouverts, pourront venir, pourront rencontrer les associations qui sont innombrables. On est en train, au GEF, là, au hôpital, de faire l'inventaire des associations. On a environ une trentaine, je suis sûr qu'on n'a pas tout vu, d'associations qui interviennent, des ergologues, enfin voilà, tous les métiers, je peux vous dire, mais qui sont là, des associations. Je prends un exemple, j'ai été très touché, il y a un problème dans les hôpitaux, c'est les sourds. Quand un sourd arrive aux urgences, ou qui n'a pas la parole, je peux vous dire que c'est très compliqué. On ne le connaît pas. On s'est à tel point qu'on a développé un programme, c'est une de mes collègues qui l'a développé, c'est pour moi, qui s'appelle Signes et Paroles, ce qui veut dire que sur un écran d'ordinateur, elle travaille avec les médecins qui déroulent toute l'analyse, donc la personne arrive, quel âge vous avez, un homme ou une femme, ça on le sait, enfin quel âge vous avez, qu'est-ce que vous avez eu comme maladie. Comme la personne ne peut pas répondre et qu'elle ne comprend pas forcément la parole, vous le rentrez sur l'ordinateur, vous cliquez et sur l'ordinateur, vous avez quelqu'un qui fait des gestes, des signes. Donc ça permet d'avoir un échange, ça fait un bénéfice du tonnerre. Et bien cette affaire n'a pas été lancée et je dois vous dire, je me tais après, excusez-moi, quand vous prenez au niveau du GEF, là toujours, vous avez environ 15% de la population qui la fréquente, qui ne parle pas français, qui ne comprend pas parce qu'il y a des sourds, il y a des etc. Et les médecins aux urgences, ils voient arriver quelqu'un, ils ne parlent pas de rien, c'est un vrai problème. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu loin. C'est passionnant et ça me sera très utile de parler avec vous après, dans le cadre de mon exercice officinal, justement pour la mise en lien du patient avec les associations, les médecins, et de vulgariser la maladie, de faire les entretiens pharmaceutiques, etc. Et je laisse la parole à ma consoeur pour les avancées de la recherche qu'on en parle. Merci. Alors en fait, si on parle de chiffres, actuellement, quand on diagnostique une femme du cancer du sein, 5 ans après, il y a quand même 88% des femmes qui sont vivantes. Les 12% de personnes qui n'ont pas résisté au cancer, c'est parce qu'elles ont été diagnostiquées trop tard, ou alors parce qu'elles sont atteintes d'un cancer qu'on dit triple négatif. Parce qu'actuellement, il y a 3 types de cancer du sein. Le cancer qu'on dit hormonodépendant. Donc pour cela, on a des traitements efficaces. Ensuite, on a le cancer qu'on dit R2 positif. À nouveau, on a un traitement efficace. Et ensuite, on a 10% des femmes qui sont atteintes de ce qu'on appelle le cancer triple négatif. Et ce cancer-là, jusqu'à présent, les traitements ne sont pas suffisamment efficaces pour le traiter. Et c'est sur ce cancer du sein qu'on travaille dans mon laboratoire. Donc on essaie de développer des nouvelles thérapies qui permettent de traiter ce cancer qui, lui, conduit à la mort des femmes après 5 ans. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est qu'on essaye de traiter ce qu'on appelle les récidives. Actuellement, quel que soit le cancer qu'on a, cancer du sein, cancer de la prostate, n'importe quel cancer, il subsiste ce qu'on appelle des cellules souches cancéreuses. En fait, ces cellules souches, ce sont des cellules qu'on n'arrive pas à éliminer par la chimiothérapie, par la radiothérapie, par la chirurgie. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de développer au laboratoire des thérapies ciblées, des molécules qui vont aller cibler ces cellules souches cancéreuses
et on va essayer de les éliminer pour que finalement, après 5 ans, il n'y ait pas de récidive du cancer. Parce que ces cellules souches cancéreuses mammaires, dans le cas du cancer du sein, elles ont la capacité d'aller migrer dans le sang et d'aller former des métastases dans le corps et de refaire un cancer 5 ans après avoir été diagnostiqué. Et donc c'est pour ça que les recherches actuellement, elles se focalisent sur cette petite population qui est responsable de la récidive. Et c'est une population qui est très résistante, et donc il faut développer comme ça des traitements efficaces pour les traiter. Voilà, donc voilà, on en est un petit peu en France. Donc dans notre cas, on travaille sur des nanomatériaux pour aller traiter ces cellules souches cancéreuses, mais il existe des thérapies ciblées actuellement sur le marché qui sont évaluées à des milliards de dollars. Ils essayent comme ça d'aller aussi traiter ces cellules souches cancéreuses. Et voilà, nous on essaye d'avoir une alternative à ces méthodes qui semblent être aussi efficaces. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Peut-être une question, parce que j'ai à la spécialiste. C'est que moi j'ai fait un certificat d'immunologie il y a très longtemps avec une année avec des étudiants en médecine à Cramer-Bicêtre. Du coup, tout ce qui est tes recherches à l'époque est tombé dans le domaine public actuellement, tout ce qui est anticorps, ce qu'on appelle l'immuno-oncologie, des anticorps monoclonaux. Et c'est fabuleux parce que même dans d'autres cancers, on voit que certains cancers deviennent des pathologies chroniques. J'ai un petit monsieur qui était atteint de cancer du poumon, de la prostate, et ça fait 10 ans qu'il se bat, il est encore là. Donc c'est fou, quoi. Et j'ai plein d'autres exemples. Et j'ai lu qu'il y avait, on était sur la recherche d'un vaccin universel contre le cancer en immuno-oncologie. Est-ce que c'est vrai? Alors, effectivement, il y a des recherches sur la création d'un vaccin, mais finalement, un vaccin, c'est injecter aux patients des anticorps qui vont pouvoir combattre une maladie. Malheureusement, chaque patient développe des cancers de manière différente, avec une surexpression de protéines différentes, des tumeurs différentes. Donc développer une méthode qui va aller finalement traiter n'importe quel cancer, jusqu'à présent je pense que c'est utopique, c'est plus des papiers, voilà, pour faire un peu bonne figure, dire qu'on va faire des vaccins universels, mais de ce que j'en sais, ça ne va pas être possible. Voilà. Mais l'immunothérapie, par contre, c'est quelque chose de très efficace. Booster le système immunitaire pour qu'il apprenne à reconnaître des cancers et les détruire, oui, ça c'est une bonne stratégie. Alors, je voudrais profiter à cette étape de la discussion, non pas pour ajouter des points par rapport à ce qui a été dit, parce que je ne sais pas. Par contre, je peux dire, vous savez que je fais partie de la Ligue contre le cancer, et avant de venir, puisque l'année dernière j'avais déjà été là, je dois vous dire, la Ligue, en deux mots, est nationale. C'est une association qui est composée d'une association départementale. Donc il y a 100 et quelques départements et tout ça est mutualisé. On est quasiment tous des bénévoles et je dois vous dire qu'en Seine-et-Marne, l'année dernière, ce sont des chiffres réels, on a connecté 1 134 662. Vous pouvez dire, c'est bien ou c'est pas bien, on va avoir 1 million. Mais ce qui est intéressant, et je rejoins ma petite collègue, c'est que sur le million, on a mis 916 141 pour la recherche. Donc je lui ai expliqué tout à l'heure, ça c'est au niveau Seine-et-Marne, 916 141. Au niveau national, je n'ai pas le chiffre, mais ça doit être 23 millions, où je m'emmerde. Ça veut dire que tout un tas de chercheurs, dont Madame pourrait faire partie éventuellement, sont référencés à la ligne. Le terme de référencé n'est pas bon, mais ce sont des médecins, ce sont des gens qui valident la qualité de la recherche. Et après, la Ligue aide pour ça. D'où l'intérêt, et je remercie encore notre organisatrice de ceci, y compris du concert, car vous savez,
toute la collecte va aller à la Ligue contre le cancer. Alors, je continue. Donc, il y avait 1 134 000. Donc, ce soir, on essaiera de faire mieux. Donc, je veux bien avec vous checker. Là-dessus, 916 000 pour la recherche. Il y a après 51 000 qui vont pour la prévention et le dépistage. Vous avez vu le colon tour, le cancer qu'on voit à droite à gauche, les différents événements, Leclerc qui se mobilise depuis 20 ans, je crois, sur le cancer pour les enfants. Et vous avez l'aide aux malades et aux proches. La Ligue également consacre en Seine-et-Marne 166 914. Tous ces chiffres sont vérifiés par des experts comptables, etc. Je prends un exemple. On a mis en place dans les services oncologie du GEF des casques de réalité virtuelle, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le cancer peut faire mal au niveau des soins et vous êtes stressé. Alors que si vous avez un casque devant les yeux, vous voyez des petits oiseaux, vous voyez des voyages, vous voyez, et finalement les soins de la personne, ça dure une demi-heure, je crois, finalement elle ne les voit pas passer, parce que la tête est ailleurs. Le problème du cancer en France, c'est beaucoup la tête. Enfin, c'est pas que la tête, hein, bien sûr, mais c'est beaucoup la tête. Voilà. Je vous en prie. Oui, l'approche globale de l'entourage du patient est nécessaire et aussi j'ai lu un bouquin assez troublant sur une des origines du cancer qui est multifactorielle, on le sait, hein, la mauvaise alimentation, le stress, il y a la génétique, etc. C'est l'aspect héréditaire et psychologique. En fait, j'ai lu un livre sur la psychogénéalogie transgénérationnelle, c'est Hans Schussenberger qui parle, c'est Aïe mes aïeux, et ce qu'on appelle les syndromes anniversaires. À certaines périodes de leur vie, les patients ont pu développer un cancer lié à un anniversaire traumatique de leurs parents, de leur papa, leur maman. Et c'est assez troublant, parce que quand on creuse un petit peu tout ça, quand j'en parle avec des psychologues ou au cabinet ou avec ma patiente en question, il y a tellement de coïncidences que le psychisme, on sait très bien que oui, le système nerveux donc, innerve le corps. Donc effectivement, il y a une relation très étroite entre le psychisme, le stress et le corps, la physiologie. Je laisse la parole. Vous savez, quand vous avez un cancer, voilà, maintenant je parle de mon expertise, et j'en ai beaucoup parlé, tout le monde partage, quand ça vous arrive, vous êtes salarié d'une entreprise, vous travaillez, vous créez un traumatisme dans l'entreprise, parce que vos patrons vous regardent différemment, ils n'osent pas trop vous en parler, donc ils ne vous en parlent pas, vos voisins du même niveau hiérarchique, ils vous regardent, le pauvre, oh là là, mais alors il maigrit, puis alors il a mauvaise mine, etc. Ils ne disent rien. Vous, le salarié, vous êtes dans la hiérarchie, vous regardent en disant, pareil, le pauvre, etc. Ce qui veut dire que vous êtes environné par une ambiance de non-dit qui est terrible. Et si vous-même, vous n'avez pas la ressource en vous, ou avec votre femme, votre homme, enfin, votre partenaire, qui vous voulez, mais si vous n'avez pas la ressource, même moi, je prends un exemple, j'ai des enfants, j'ai toujours eu une relation conflictuelle avec ma fille. Le jour où j'ai eu le cancer, j'étais sidéré, c'était trop même. Ah, mon petit papa, etc. Je l'aimais sur moi. Mais il y a une ambiance, y compris dans la famille. Et puis je ne vous parle pas des amis, nous on a un aspect relationnel avec mon époux. À la fin, j'étais obligé de dire à tous mes copains, s'il te plaît, ne prends pas de nouvelles. Tant que je ne suis pas mort, voilà, tout va très bien, parce que moi, ça me fatiguait, donc c'est ma femme qui répondait. Quand elle répond 4 fois, ah oui, mais Jean-Pierre, non, il ne mange pas bien, il ne peut pas, mais ceci, il n'a pas de fièvre, il a cela. Au bout d'un moment, vous vivez dans un univers qui est effrayant. À
tel point, moi j'ai appelé des bons copains d'enfance, j'ai dit écoute, le jour où je mourrai, je te préviendrai, moi on me préviendra, pour le moment tout va bien. Mais vous vivez dans un halo qui est terrible. Et ça joue, y compris sur votre morale, sur votre santé, etc. Voilà, j'ai assez dit pour ma soirée. Je vous remercie. Pensez à la lutte contre le cancer. Nous en parlerons ce soir, tout à l'heure au concert. Mais voilà, on est là pour ça. Et pour faire travailler cette jeune dame qui ne demande qu'à trouver des choses, parce que non seulement il faut chercher, mais en plus il faut trouver. Voilà. Juste pour rebondir là-dessus, et au fond de l'église, il y a une urne. Voilà, donc je vous invite à aussi vous souhaiter, enfin, donner tout ce que vous voulez, tout ce qui sera donné sera bien. Si jamais le système de la Ligue fait qu'elle fait des quitus fiscaux seulement au chèque, elle ne peut pas, parce qu'on est contrôlé par la Cour des comptes, par quoi, on ne peut pas mettre des espèces et puis demander un quitus fiscal. Si vous voulez un quitus fiscal, il faut que vous fassiez un chèque avec le nom, l'adresse, etc. Et vous recevrez automatiquement un quitus fiscal qui vous permettra de déduire 50% de vos impôts. Je vais jouer. Alors du coup, on va revenir sur chacun d'entre vous. Comment vous voyez le dialogue, comment vous observez et puis vous pratiquez aussi le dialogue entre les disciplines, que ce soit des médecins, des chercheurs, des psychologues, on a parlé l'aspect psychologique, et tous les acteurs qui peuvent graviter autour du patient pour l'accompagner, pour mieux supporter un traitement ou être dans un état d'esprit différent avant l'opération. On va parler de réalité virtuelle, enfin voilà, de changer vraiment changer d'air. Voilà le mindset, comme on dit, du patient. Comment vous vivez cet accompagnement global? Alors justement, moi, je pense que cet accompagnement est tellement crucial et tellement important de cette... moi, j'ai à cœur le métier de pharmacienne. Je suis assez généraliste, pluridisciplinaire et contacte beaucoup de médecins, de spécialistes, d'associations pour les patients. Et j'ai toujours ce souhait de les aiguiller, donc c'est pour ça que c'est important de sensibiliser nos patients. Et de là aussi, je greffe mon activité naturopathe pour les shooter encore plus au cabinet plus longtemps dans le temps de parole, dans le déploiement de tout ce qui est outils nutritionnels, de plans adaptés avec les interactions, c'est pas évident non plus. D'où moi l'intérêt de le former avec Jean-Louis, c'est un petit peu plus là-dessus. Même la supervision aussi est importante pour les soignants, les officinaux par rapport aux patients atteints de cancer, parce que c'est pas évident non plus quand il y a des décès, etc. Et je vois qu'il y a des patients soignés en naturo, en accompagnement adéquat avec leur chimiothérapie, peuvent parfois vraiment étonner, susciter l'étonnement des oncologues, que l'on voit à peine qu'on n'a jamais, parce qu'ils sont jamais disponibles, ça c'est normal. Et certains nous encouragent à continuer, d'autres sont dans le côté dubitatif, je ne connais pas, d'autres très méfiants, fermés, parce qu'ils n'ont pas le temps de creuser l'affaire. D'où l'intérêt pour moi de mettre en réseau l'officine, les patients, les hôpitaux, avec les formations que j'ai faites depuis 2-3 ans sur les molécules anticancéreuses et l'accompagnement du patient, pour se faire connaître. Il y a des pharmacies référentes aussi dans la prise en charge du cancer. On aimerait avoir le label, justement, j'ai une collègue qui a fait une formation sur l'application des prothèses mammaires, et il y a la cosmétique, l'accompagnement socio-esthétique aussi des patientes avec les cosmétiques adaptés, les perruques, voilà. Donc je pense qu'il y a un énorme travail à faire, et tellement enthousiasmant de se dire on apporte de l'eau à notre moulin de la vie de nos patients. Tu parlais d'interdisciplinarité tout à l'heure, tout.
Donc effectivement, pour développer des thérapies, on est obligé de travailler avec d'autres personnes. Donc je ne suis que chimiste, et c'est vrai que c'est que depuis que je travaille avec des biologistes et des médecins, que finalement mes recherches ont avancé. Et en fait, en discutant avec les médecins, on s'est rendu compte qu'il y a des murs qu'on a mis nous-mêmes entre les différentes disciplines, et que ça ne fait que quelques années qu'on essaie de travailler tous ensemble, et c'est en travaillant ensemble en fait qu'on arrive à avancer sur nos recherches, parce que eux nous expliquent finalement, voilà, par exemple, ils vont nous dire c'est telle protéine qu'il faut aller cibler pour traiter le cancer, et nous, de notre côté, en tant que chimiste, on va développer ce qu'il faut pour aller vers l'applicatif et réussir à traiter comme eux veulent le cancer. Donc finalement, c'est vraiment les discussions avec les médecins et les biologistes qui font qu'on avance de plus en plus. Et il faut aussi apprendre à parler avec eux, parce que chacun parle différemment. Donc on doit aussi apprendre les termes médicaux, et eux-mêmes doivent un peu apprendre la chimie, mais c'est plus nous qui apprenons des médecins. Eux, en général, restent de leur côté, mais c'est à nous de faire le premier pas et d'aller vers eux. Et d'ailleurs, ce que je fais à l'université, c'est que j'organise des rencontres entre les médecins de l'AP-HP avec des scientifiques pour mettre en collaboration les différentes disciplines, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, chacun travaille de son côté et qu'on est très peu à travailler avec des médecins, et si on ne travaille pas ensemble, on ne fera pas avancer la recherche. Voilà. Et tu parlais aussi des sciences sociales. Alors à l'université, il y a beaucoup, on finance beaucoup de thèses à l'interface dans le social et le cancer. Donc là, typiquement, on vient de financer une thèse d'une ancienne patiente qui était atteinte du cancer du sein et qui va faire une thèse sur comment les femmes vivent le cancer du sein. Et ça avec des médecins. Et je trouve ça bien qu'on donne la chance aussi à des patientes de faire des thèses. Et voilà, elles ont elles-mêmes un ressenti, une vision différente. Et voilà, donc je pense que de toute façon, on a besoin de toutes les disciplines pour avancer dans la recherche. C'est très enthousiasmant de vous entendre, de voir que tout bouge dans tous les domaines, dans une bonne énergie. Donc accrochons-nous, voilà. Du coup, il y a un espoir que ça avance de plus en plus main dans la main entre plusieurs acteurs, et plus ça va, plus le patient revient au centre. Il est quand même central. Alors justement, peut-être le facteur limitant, c'est la mise sur le marché de nouvelles thérapies. Parce que là, ce qu'on développe actuellement, ça prendra une dizaine d'années pour être mis sur le marché. Entre les tests sur souris, puis les tests sur plus gros animaux, puis les tests sur humains, ça prend une quinzaine d'années. Ça coûte des millions d'euros, des centaines de millions d'euros. Donc de toute façon, on est obligé de collaborer avec des grosses entreprises comme Sanofi, si on veut un jour voir nos recherches être utilisées. Donc voilà, il y a quand même pas mal de barrières qui font qu'actuellement, la recherche est lente et elle est ralentie par toutes les procédures aussi. Parce que lorsqu'on veut faire des tests sur souris, on a besoin de faire une demande au ministère, on ne donne pas les choses facilement. Ça prend 1 an et demi pour avoir ce genre de papier qui nous dit c'est bon, vous pouvez y aller. Donc si on rajoute à chaque fois ces démarches, finalement on en arrive à 15 ans entre l'idée et la mise sur le marché d'un produit qui pourrait sauver des personnes. Et c'est pour ça que très souvent les chercheurs, plutôt que de faire des recherches en thérapie, ils vont vers le diagnostic. Parce que le diagnostic, souvent c'est ex vivo, donc c'est pas sur l'homme, c'est sur du sang. Et donc c'est des choses qu'on peut développer facilement, mettre facilement sur le marché, même très rapidement. Et donc c'est vrai que d'avoir un processus moins lourd, finalement les gens ne vont pas jusqu'au bout de la recherche de ce qu'ils ont eu comme idée initiale pour le traitement du cancer. Très intéressant, c'est bon à souligner. Il y a dans le même ordre de limites, il y a les limites financières aussi pour l'accès à l'alimentation saine. Et le bio, bien manger, les soins naturels. C'est vrai que certains ne peuvent pas se le permettre. Alors parfois, moi, j'arrive à diminuer les coûts parce que mon combat, c'est vraiment de rendre accessible la santé globale à tous, depuis mes débuts. Voilà. Et j'ai entendu un beau reportage à Montpellier, où ils sont
sont assez avant-gardistes dans le bien-être, parce que je pense aussi que le cancer atteint beaucoup de personnes aussi dans les catégories socio-professionnelles où ils n'ont pas trop de moyens de bien s'alimenter, où l'hygiène de vie, d'éducation n'est pas trop là. Et donc, pour ces patients, les patients aussi qui n'ont pas trop de moyens de bien s'alimenter, il y a des bons de sécu qui sont en lien avec des associations de jardins bio, qui sont de fournisseurs de produits bio. Et ils peuvent s'approvisionner comme ça en produits bio pour pas cher. Donc je trouve ces initiatives très chouettes. Donc peut-être au Resto du Cœur, il faudrait faire des dons de légumes bio. Voilà. Pas seulement des trucs, des pâtes, du riz. Voilà. Faire un biocop et organiser des dons. Je vais dire à mon mari qui fait partie des Resto du Cœur, j'ai d'avoir une idée. Voilà, pourquoi pas. Du coup, voilà, tout ça, on a vu, c'est long, ça prend du temps, de faire dialoguer des disciplines différentes, des acteurs différents, mais en attendant, ces personnes doivent vivre avec. Bon, Jean-Pierre Darricot est parti, et puis Elisabeth n'est pas là pour en parler, mais peut-être que vous avez eu des témoignages, notamment Isabelle, au jour le jour, de leur ressenti, comment elles font pour tenir, quelle force elles puisent. J'ai eu un patient pendant le Covid qui s'était fait soigner en Provence. Il est remonté sur Paris, s'est rapproché de son fils. Et je ne sais pas, ça ne s'est pas très bien passé. À un moment donné, il m'a dit j'arrête tout, à la pharmacie, j'arrête tout, j'en ai marre. J'ai plus de dialogue avec mon oncologue. Je me dis mais c'est pas possible. Pourquoi? Alors j'ai analysé la situation. Et j'ai dit écoutez, on va parler de vos problèmes, des effets secondaires, de tout ça. Si vous voulez, hop, il y a mon cabinet. Comme ça, on pourra parler plus longuement en privé. Et effectivement, on a fait la consultation. Et au bout d'1 heure et demie, il a réussi à me dire ouais, écoutez, je vais réentamer le dialogue avec mon oncologue. Je vais lui montrer ce que vous m'avez proposé comme complément alimentaire, comme conseil, sur quels effets secondaires je dois insister auprès d'elle. Et en fait, il a été entendu et puis voilà, il a recommencé à se soigner. Effectivement, il y a des échecs, parfois il y a des gros découragements. J'ai eu aussi Elisabeth, il y a 2 mois, elle avait perdu beaucoup de poids, elle en avait marre. J'ai dit écoute, allez, je te donne un tel complément pour te redonner de la combativité. Et puis d'elle-même, elle est assez extraordinaire parce qu'elle a une intelligence de son corps en tant qu'yoga-thérapeute. Je dis c'est ton yoga ta science du yoga, ta connexion qui va beaucoup t'aider. Et depuis, elle va mieux. Voilà. Donc effectivement, c'est en dents de scie. Il y a eu aussi des rémissions. Après, ce qui n'est pas rigolo, c'est la suite, les hormonothérapies avec tous les effets secondaires. Et effectivement, il faut les entendre, il faut les écouter pour pas qu'ils lâchent leur traitement, pour étudier, pour encourager l'observance. C'est ce que je veux faire avec les entretiens aussi, officialiser un petit peu plus à la pharmacie, qui me donne l'occasion d'améliorer l'observance, c'est-à-dire le suivi du médicament, pas d'échappement thérapeutique, pas de découragement, et la gestion des effets secondaires. Donc on a un rôle des soignants, tous, et puis les non-soignants, les aidants aussi, tellement primordiaux dans l'écoute, l'empathie et l'écoute, je pense. Et puis quand il y a des connaissances scientifiques et dans tous les domaines, le côté financier également, c'est aussi d'entendre aussi cet aspect-là. C'est très important. Pour ma part, je n'ai pas de lien direct avec les patientes. La seule vraie patiente que j'ai rencontrée, c'est celle qui a postulé pour une thèse, qui nous a raconté toute son histoire. Parce que c'était ça finalement, sa proposition, c'est de nous raconter son histoire et de cette histoire s'en servir pour, durant 3 ans, étudier un petit peu comment les femmes se battent, comment les femmes perçoivent le cancer, vivent le cancer au quotidien. Et donc c'est une femme battante qui s'en est sortie. Et finalement, elle veut maintenant servir à la communauté. Effectivement, j'en connais une aussi à la pharmacie qui a eu un cancer du sein, qui
qui s'en est sorti, mais effectivement, sa démarche a été de créer 2 associations anti-cancer pour soutenir, réunir les femmes atteintes d'un cancer et vraiment de se battre ensemble. Il y avait même une dame qui fait partie d'un Lions Club de l'AMI qui me racontait des choses, son combat extraordinaire, toujours rayonnante, et qui faisait de l'aviron après pour se remuscler les bras, pour retrouver sa silhouette. C'est assez impressionnant, c'est cette niaque, cette force. Voilà. Ouais, c'est impressionnant de voir comment, d'une grande difficulté de la vie, on tire des choses fortes et admirables, et puis on fait même des œuvres d'art avec l'expo photo qu'on a ce soir. D'ailleurs, c'est Patrice qui s'en occupe, Patrice Lepalec, qui est notre trésorier aussi de l'association comme artiste, et qui fait partie du club photo de Torigny-sur-Marne. Et c'est une expo qui a été faite aussi en collaboration avec l'association Plus Rose la Vie de Torigny-sur-Marne. Donc c'est incroyable cette force qu'il y a, qui mobilise tout un pays autour de ces histoires, en fait, tant d'histoires individuelles, et ça fait quelque chose de collectif. Et Elisabeth, j'ai eu la chance vraiment de la connaître depuis l'année dernière grâce à Isabelle. Elle était venue ici lors de notre événement Octobre Rose. Elle avait très envie, vraiment, elle a soif de transmettre son énergie, sa foi. Et ce qui est incroyable, c'est que ce sont ces personnes-là qui nous transmettent le plus de foi. C'est à la limite eux qui nous rassurent. Ça va, tout va bien, comme disait Jean-Pierre Darico tout à l'heure. C'est eux qui apportent, qui nous montrent le moral, en fait, remontent le moral parfois. Alors peut-être que, après, c'est vrai que s'il y a des personnes dans le public qui souhaitent poser des questions, témoigner, parler, connaître, s'ils connaissent des personnes autour d'eux qui les inspirent, n'hésitez pas à lever le doigt, demander la parole. On est là tous ensemble. Il n'y a aucune différence entre nous tous. Oui, effectivement, je reviens à Elisabeth. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très important pour moi. Sur beaucoup de plans. Au départ professionnel, quand je l'ai rencontrée, c'était un challenge énorme pour moi voilà. Elle avait quitté les États-Unis et elle était retournée en France pour se soigner, tout quitter, son appartement, ses amis. Il fallait qu'elle se réancre. Donc, je me suis vraiment, j'ai pris mon courage à 2 mains pour tout de suite agir très rapidement, tout de suite pour vraiment l'ancrer à nouveau dans son nouveau lieu. Et on s'est vu, ça fait depuis 3 ans qu'on se voit 1 fois par mois. Et franchement, ça crée des liens incroyables. Elle m'a donné une résilience aussi pour mon cabinet, pour ma foi en ce que je veux, en mes projets. Elle a relativisé beaucoup de choses et à la portée, c'est devenu vraiment une grande amie. Et qui a une énergie incroyable. C'est un rayon de soleil, cette femme. Voilà. Il y a des personnes qui souhaitent te poser des questions, justement. Ah, toi, je vais passer le micro. C'est bien d'être interactif. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté déjà. Et moi, je souhaiterais revenir sur tout ce qui est hormonothérapie et les effets secondaires. Je suis concernée de très près et c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer. Alors comment vous expliquer moi mon vécu personnel par rapport à la thérapie? J'ai eu une équipe pluridisciplinaire très impliquée dans une petite clinique. C'était pas forcément l'hôpital énorme, mais voilà, donc des soins très personnalisés. Donc là, on parlait de travail entre professionnels. Moi, je l'ai vraiment ressenti avec beaucoup de propositions, pas que médicales, beaucoup d'aides. On nous a tout de suite parlé de yoga, de sport, vraiment de choses au niveau de la nourriture aussi, vraiment très très accompagné de ce côté-là.
la chimiothérapie qui était très très bien expliquée, la radiothérapie très bien expliquée, donc mieux préparée pour vivre tous ces soins en fait assez difficiles. Et par contre, alors ça c'est vraiment une expérience personnelle, hein, mais l'hormonothérapie, on m'en a très très peu parlé. Pour moi c'était fini, je tournais la page, je repartais sur autre chose, et bah ouais, mais c'est pas si simple que ça l'hormonothérapie. Et on n'a pas trop le choix, on m'annonce 10 ans d'hormonothérapie, avec pas mal d'effets secondaires. Et voilà, et je me dis, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées sur la communication, sur les échanges avec les médecins, les infirmières, toutes les personnes qui nous accompagnent. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore des progrès à faire sur cette dernière phase. Voilà. C'est noté. Donc finalement, vous avez d'abord eu une radiothérapie, une chirurgie, vous avez... Chirurgie. Chimie. Et en fait, on ne vous avait pas dit que l'hormonothérapie, ce serait quelque chose que vous prendrez très longtemps. En fait, les cancers hormonodépendants, effectivement, on donne des hormonothérapies jusqu'à la fin. En tout cas, pendant très très longtemps, on donne de l'hormonothérapie. Et en fait, comme ça fonctionne plutôt bien, je pense que les recherches ne se focalisent plus dessus. On se dit, ça fonctionne, pourquoi voilà, ça a l'air de bien fonctionner, pourquoi s'arrêter sur cette maladie, enfin, en tout cas ce type de cancer, et trouver d'autres méthodes pour la traiter. Et donc du coup, je pense que les recherches ne se focalisent plus sur les hormonothérapies, mais s'il y a des effets secondaires, effectivement, c'est le genre de choses, d'informations qu'il faut faire remonter pour qu'on relance les recherches sur les hormonothérapies et qu'on en développe qui donnent moins d'effets secondaires finalement. Parce que là, avec les avancées, on pourrait trouver des médicaments qui soient plus efficaces. Les hormonothérapies, ça fait très très longtemps qu'elles existent, et c'est vrai qu'on donne toujours les mêmes. Donc finalement, peut-être qu'il faudrait revoir ce qui est donné. Et on va y penser. Alors en attendant, effectivement, moi je reçois mes petites patientes, j'ai mal, j'ai pris du poids, j'ai des douleurs, etc. Alors moi, en tant que petite naturopathe, pharmacien, double casquette, qu'est-ce que je fais depuis longtemps? Madame, je vous propose un équilibrage alimentaire, comment vous mangez, comment vous ressentez-vous en ce moment, parce que le stress peut aussi perturber l'équilibre hormonal, l'équilibre émotionnel par rapport à la nutrition. Vous avez des douleurs, eh bien écoutez, on va essayer le magnésium, on va essayer les molécules compatibles avec ces hormonothérapies. Donc je regarde soigneusement le Vidal, je regarde mes logiciels d'interaction, et puis voilà, donc je rajoute mes petites touches d'accompagnement dans la mesure du possible. Mais c'est vrai que oui, je n'avais pas pensé à la recherche, effectivement. Mais c'est pas forcément le genre d'information, je pense que les médecins ont. En fait, eux donnent le traitement, et puis après, comme c'est des thérapies qui fonctionnent bien, finalement, on reste là-dessus et on n'évolue pas forcément. Mais c'est des choses qu'il faut faire remonter. Effectivement, donc un travail supplémentaire d'appuyer sur notre point faible de pharmacien, de ne pas travailler assez en pharmacovigilance, de déclarer des effets indésirables, même s'ils sont déjà connus, pour appuyer, faire un feedback avec les médecins, praticiens, prescripteurs, puis après hospitaliers, la recherche à côté. Donc ça pourrait être vraiment plus puissant, puis mise en réseau de collecte d'effets secondaires dans les assos,
ça pourrait être très intéressant, ou des pharmacies de référence en oncologie. On va y penser. Pour Elisabeth Beruga, c'était important pour elle de dédramatiser, enfin démystifier, c'était son terme, démystifier la maladie. C'est pas parce qu'une personne est atteinte d'une maladie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle est différente des autres dans la société. Hein. Pour elle, c'était très important. Ce regard-là, il faut vraiment... et en fait, ça me fait penser à une conférence à laquelle j'ai assisté il y a même déjà 10 ans, où il y avait déjà des conférences interdisciplinaires avec des sociologues, des philosophes, des médecins. Et il y avait, je ne sais pas quelle discipline il représentait, mais la personne parlait du cancer comme, en fait, ce sont des cellules de soi, en fait. Ce sont nos propres cellules qu'on rejette. En fait, il a dit que c'était comme si c'était des cellules jumelles un peu qui proliféraient, et en fait on les regarde pas, on les aime pas, alors qu'en fait il disait qu'au contraire il fallait les accueillir, les accompagner pour qu'elles se transforment, je sais pas comment dire les choses, mais en fait tous les jours on a des mutations de cellules, et en fait si on les regarde pas, ça continue à proliférer dans leur coin. Je ne sais pas si dans la science il y a ce regard-là, où est-ce qu'on parle toujours de lutter contre des cellules mauvaises, alors qu'en fait elles font partie toujours de nous. C'est juste qu'elles se sont un peu éloignées du chemin. Voilà, elles ont muté, et puis si on n'y fait pas attention, elles continuent leur chemin et elles prolifèrent. Alors peut-être c'est intéressant de voir ça de cette manière-là, comme il faut écouter, justement on en revient à écouter son corps, toutes les parties de son corps, et là-dessus Elisabeth Beruga qui fait de la yoga thérapie, elle est vraiment plein dedans dans l'écoute du corps, et je trouve que c'est super intéressant d'avoir ce regard de médecine de thérapie holistique, psychocorporelle, en association avec la médecine et la chimie, la biologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis vraiment tout à fait d'accord dans ma double casquette, parce que quand tu me parlais de ces cellules jumelles, de ces cellules qui partent, qui appartiennent au soi, je pensais au soi et au non-soi, à l'immunologie, au système HLA. Effectivement, c'est un dérèglement du système immunitaire, cette maladie également. Donc, effectivement, au niveau énergétique, au niveau mindset, on est plus dans l'apaisement et l'acceptation de sa maladie. Donc on est plus dans la positivité, et tout ce qui est médecine aussi énergétique, holistique, ancestrale, comme l'ayurvédique, cite aussi tout ce qui est alignement de chakras, des 7 chakras. Moi je le pratique un tout petit peu, mais au cabinet, sinon à la pharmacie, mon patron va me regarder avec des yeux terribles, croyant que j'appartiens à une secte, mais effectivement, les chakras, c'est des roues énergétiques qui sont au niveau de la tête aux pieds. Le coronal, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine. Et bizarrement, le cancer du sein, octobre rose, on parle de la couleur rose. Jean-Louis Missin en a parlé. Rose, c'est le chakra du cœur, il est de couleur rose. Donc, ça signifie aussi l'amour inconditionnel, c'est l'amour de soi également qui s'orchestre. Voilà, donc c'est la conclusion, c'est vraiment de fédérer tout le monde là-dessus, tout autour de soi, et puis d'améliorer l'amour de soi et des autres. Voilà, les liens sur cette terre. Ce que tu disais, Bintou, c'est assez réel. Parce que finalement, on a tous et toutes des cellules cancéreuses en soi. Donc on vit avec, tout le monde vit avec un cancer actuellement, sauf qu'il est dormant. Et un jour, il va se réveiller, malheureusement, et il va proliférer, et ensuite, il va essayer de se vasculariser, et ça, on appelle ça des métastases, parce qu'il va pouvoir circuler dans le sang et aller se mettre ailleurs dans le corps. Donc en fait, on vit actuellement tous et toutes avec un cancer, dormant. Un jour, peut-être qu'il se réveillera, on ne sait pas. Parce que finalement, on ne connaît pas vraiment les causes. On en connaît quelques-unes.
mais ça nous échappe encore un peu pourquoi le cancer se réveille un jour. Alors évidemment, il y a les rayons UV, il y a la façon dont on mange, il y a le style de vie qu'on a, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui font, il y a même de la génétique, donc il y a beaucoup de facteurs qui font qu'un jour on va avoir un cancer, et malheureusement on ne sait jamais qui, quand, et je pense que c'est ça qui est encore à découvrir, et je ne sais pas si on y arrivera un jour finalement. Donc, voilà. En attendant, il faut penser à vivre dans le temps présent. Je crois que c'est important à travers les activités qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Enfin, essayer de faire le maximum de choses. Tu parlais d'amour inconditionnel. Bon, c'est des grands mots, bien sûr. C'est facile à dire. Mais voilà, chacun fait ce qu'il peut et tout peut être thérapeutique en fait, à un niveau plus ou moins important. La culture, ça peut être thérapeutique. Moi, pour moi, la musique, enfin, on va avoir un concert tout à l'heure, mais ça a été thérapeutique pour moi. Depuis que j'ai commencé pendant le Covid, j'ai commencé à chanter, à jouer de la guitare, et en fait, j'avais des symptômes au niveau de la thyroïde qui ont disparu. Donc en fait, j'ai vu qu'il y avait vraiment un lien entre le plaisir de faire de la musique et puis le bien-être général, et la culture. Donc il y a les photos, il y a aussi une bande dessinée, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais j'ai découverte par hasard à Créteil en poche, un grand salon du livre. Bon, il y avait des personnalités, mais entre deux stands, j'ai découvert cette bande dessinée. C'est la première fois que je voyais une bande dessinée pour les enfants, pour leur expliquer voilà, comment aborder la chose de manière démystifiée, comme on disait. C'est très intéressant. Donc il y a la cour des loulous. Il y a des cartes de visite au fond de l'église. Si vous voulez en savoir plus, voir en commander. Voilà, la culture. Isabelle rejoint l'association l'année dernière. Et voilà, après elle va jouer au concert. Enfin, quand il y a de la joie, en fait, j'ai l'impression qu'on se sent mieux. Et je suis sûre qu'au niveau de la santé, c'est forcément bénéfique. Tout à fait, c'est un bonheur d'avoir rencontré Mitu l'année dernière, en cas pour des associations, et d'avoir partagé l'amour de la musique, et puis aussi l'amour du prochain, parce que Mitu adore tout ce qui est aussi bien-être, valorise les thérapeutes par son activité projecteur média, voilà. Et c'est un joli combo, la musique et le bien-être, et bon, j'ai des ailes depuis que j'assiste au concert, que voilà. Donc ma pratique de nature aussi, c'est fabuleux, parce que c'est une montée d'énergie et on est beaucoup plus performant vis-à-vis de l'aide à autrui, de la disponibilité envers autrui. Et je dirais aussi un mot, ça donne de la résilience, le bonheur. Moi, je vais juste dire un mot de la fin par rapport à la recherche. Donc ça avance. Heureusement que ça avance. Évidemment, pour faire de la recherche, il faut de l'argent. Donc il y a des associations qui existent, qui nous donnent de l'argent pour faire de la recherche. Alors la Ligue ne m'a jamais donné d'argent, mais on va voir ça un peu plus tard. Voilà, c'est ça, on va s'arranger. Mais effectivement, pour faire de la recherche, il nous faut de l'argent, et pour avoir de l'argent, on passe beaucoup de temps à écrire des demandes de financement. Donc finalement, on se retrouve avec très peu de temps pour la recherche, parce qu'on passe le plus grand, voilà, beaucoup de temps à écrire des projets pour récupérer de l'argent. Mais ça avance quand même, et c'est vraiment les interactions avec les différents acteurs qui font que ça avance, et qu'un jour, j'espère, on pourra traiter n'importe quel cancer. C'est notre souhait le plus cher. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient intervenir? D'abord la dame, et ensuite... Je suis habituée à la mise à l'œuvre.
Alors moi je suis doctorante en chimie des polymères à l'Institut de chimie des matériaux à Paris-Est. Et du coup je travaille sur des nanovecteurs mais pour un cancer différent. Je travaille sur le cancer du pancréas. Et du coup je voulais savoir dans le cadre du cancer du sein quel nanovecteur ou quel système avait fait leurs preuves et sur quelle lignée cellulaire ou modèle murin. Donc là, on va parler de ce qui est sur le marché en termes de nanomatériaux. Donc actuellement, ce qui est sur le marché pour traiter le cancer ou les nanomatériaux, c'est ce qu'on appelle le doxyle. C'est des liposomes qui ont de la doxorubicine et qui permettent de traiter le cancer. Donc n'importe quel cancer, cancer du sein, cancer du pancréas par exemple. Et effectivement, la question est plutôt pertinente. Il y a très peu de nanomatériaux actuellement sur le marché pour la thérapie de n'importe quel cancer parce que il n'y a pas assez de recherche avancée, notamment sur patients, qui permet de dire ces nanomatériaux vont pouvoir traiter de façon très efficace le cancer et à la fois ils ne sont pas toxiques. Donc il y a toujours cette relation de toxicité du nanomatériau qui fait qu'on est très limité actuellement. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de nanos sur le marché pour la thérapie. Voilà. Et les polymères, pareil, on y est presque, parce qu'il y a des polymères quand même biodégradables, des polymères biosourcés, il y a des polymères qui pourront être utilisés pour de la vectorisation. À nouveau, c'est toujours ces histoires d'années. C'est tellement long entre le moment où on a l'idée et le moment où c'est mis sur le marché que finalement, voilà, il faut compter une quinzaine d'années. C'est pas les idées qui manquent, c'est plus l'administratif qui est très long, etc. Bon, voilà. Je sais pas, d'autres questions. Ah oui, ça fait penser à un chercheur, Patrick Couvreur. C'est un académicien que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Tu le connais, Isabelle? J'ai fait modestement, j'ai des tentatives d'études de recherche, un projet d'1 mois avec des nanoparticules pour encapsuler les hormones dans son labo. C'est un monsieur qui m'enseignait la galénique. J'ai fait une spécialisation, quelqu'un d'assez érudit et passionnant. Alors en ce qui me concerne, je n'avais pas forcément de questions en particulier. Je voulais juste intervenir pour avoir une pensée importante pour ma belle-sœur qui actuellement se bat contre son 4e cancer. En plus, on ne pense vraiment pas qu'elle pourra se sortir de celui-là. Elle a développé son premier cancer du sein à l'âge de 29 ans. Aujourd'hui, elle a 45 ans. C'est la 3e récidive. C'est à cette occasion que j'ai appris qu'il y avait différents types de cancers. Malheureusement, avec tout ce qui va avec, les amputations, c'est quand même assez violent pour une femme de subir ce qu'elle subisse. Actuellement, c'est métastatique un peu partout. Donc voilà, c'était juste pour évoquer Chloé, qui est la femme de mon frère et qui est une femme importante pour moi, parce que c'est aussi une amie. Voilà, c'est tout. Oui, une pensée pour tous ces patients, tous ces parcours différents, de ces familles, de tous les aidants. Effectivement, ça rajoute notre niaque pour trouver des solutions et avancer. Et on est tout cœur avec tous. Et j'ai dédié aussi cette soirée à Elisabeth pour... Allez, vas-y Elisabeth, bats-toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient prendre le micro? On va faire le mot de la fin à chacune d'entre vous. Voilà, comme vous voulez, la manière que vous voulez. Note d'espoir.
J'ai passé une très belle soirée, c'était une grande première pour moi, vraiment, d'organiser cette table ronde. Et ça a été plus facile pour moi de m'exprimer parce que vraiment j'avais beaucoup de trac et puis j'avais beaucoup préparé. C'est un sujet qui me tient. Je le ressens tellement profondément à cœur parce que cette maladie est tellement complexe et regroupe tout ce qu'il faut faire quand on a un patient devant soi. Donc pour moi, c'est fort, c'est puissant. Et je suis ravie aussi d'avoir rencontré une chimiste aussi brillante. La recherche a toujours pour moi été un domaine qui m'a toujours fait rêver. Je voulais y accéder modestement à un moment donné, mais j'écoute toujours avec totalement d'intérêt et d'admiration tous ces propos-là. Et je lui souhaite vraiment un beau parcours dans sa vie. Et le petit monsieur là, il est contre le cancer, je pense aussi, je vais beaucoup lui poser des questions pour qu'il m'aide à mettre en lien tous mes petits patients avec l'hôpital, les associations, etc. Et je remercie infiniment Minthieu, encore une fois, qui a toujours des idées géniales. Voilà, c'est là très forte en mise en lien, justement, de personnes, un catalyseur de bien-être, de belles solutions, de beaux projets. Et vraiment, voilà, je serai toujours à tes côtés. Merci Isabelle. En fait, on parlait de relier les gens de disciplines différentes, de milieux différents. Mais en fait, il n'y a aucune limite. De manière générale, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune limite. Et là, aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai relié deux mondes qui me tenaient à cœur. Le monde de la chimie auquel j'ai appartenu et j'appartiens toujours depuis 20 ans. J'ai rencontré des BEIA dans ce cadre-là, dans la chimie. Et moi-même, pendant ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur le thème du cancer. Je viens de me rappeler, ça date tellement, mais voilà, c'était la thématique, mais ça n'a pas abouti à quelque chose. Donc j'ai appris à faire la recherche. Et puis après, avec le monde de la musique, je rencontre des gens, des personnes formidables. Tous les jours, vraiment, on est plus de 70 membres. Chacun a quelque chose de génial à m'apporter et une interaction. Je trouve que voilà, j'ai rencontré Isabelle et puis qui me fait connaître Elisabeth. Et on fait beaucoup de concerts caritatifs. Et là, ça me fait encore plus battre le cœur parce que voilà, on sent qu'il y a des choses, si on peut apporter quelque chose, même petit, mais avec joie, toujours, la foi, l'espoir, et avec des musiciens qui adorent. Il y a aussi un côté aussi thérapeutique, comme je l'ai dit. Il y a des musiciens que j'ai vus qui sont montés pour la première fois sur scène dans le cadre de l'association, et ça fait tellement plaisir que tout est possible en fait. Je crois que un des slogans de l'association, c'est un peu réalise tes rêves. Enfin, on n'attend pas demain, il faut monter sur scène, par exemple. J'ai osé, enfin, moi qui étais très timide, après le Covid, je me suis dit, allez, j'ai envie de faire ma première scène. Et voilà, et 2 ans après, j'ai créé l'association. On a des membres partout en Seine-et-Marne. On a des premières scènes, des collaborations, des rencontres qui se font. D'ailleurs, ce soir, il va y avoir de beaux duos, enfin, des personnes qui se sont rencontrées en dehors ou dans le cadre de l'association. C'est tellement beau ces rencontres. Et puis, voilà, il n'y a aucune limite. Tout est possible. On mélange aussi toutes sortes d'horizons, des personnes qui sont vraiment amateurs, d'autres qui sont plus confirmés. Il n'y a vraiment aucune différence, comme vous disiez tout à l'heure, entre les personnes qui sont malades, les personnes qu'on dit qu'elles sont non malades. Vraiment aucune différence. C'est ça qui est beau, c'est qu'on a tous des choses à s'apporter et voilà. Et je vais relaisser la parole à Nebelia parce que je lui ai pris la parole. Donc non, moi je n'ai pas le trac quand je m'exprime devant vous parce que j'ai l'habitude, parce qu'on enseigne à l'université et on enseigne beaucoup, en tout cas je fais en sorte d'enseigner beaucoup autour de la chimie et du cancer. Donc j'ai créé des unités d'enseignement autour de ça, à partir de la licence au master, pour que les étudiants
finalement qu'on va recruter pour faire des tests, pour devenir des chimistes à l'interface biologie-médecine, ils aient déjà des acquis et qu'ils sachent déjà que les nanos pour le cancer ça existe, qu'ils sachent déjà quelles sont les thérapies qui existent, les méthodes d'imagerie, les méthodes de diagnostic. Donc finalement, c'est en leur apprenant suffisamment tôt l'interdisciplinarité qu'ils deviendront de bons chercheurs, qui iront rencontrer les médecins, qui iront rencontrer les biologistes et qui sauront s'exprimer avec eux parce qu'on leur aura appris à le faire. Donc finalement, je pense que ce sera peut-être le mot de la fin, c'est que c'est dès le plus jeune âge, quand je dis le plus jeune âge, c'est dès les études à l'université qu'il faut que les étudiants qui sont intéressés par la recherche dans le cancer sachent que finalement c'est en travaillant avec différentes disciplines qu'on arrivera à traiter un jour le cancer. Alors également, ça m'inspire pour dire mon souhait d'une société presque parfaite. Je ne suis pas dans l'utopie, mais dans les projets. C'est-à-dire que Jean-Louis Mousset parlait de la prévention primaire, notamment du bien manger, du bien vivre. Ben, moi, je pense que dans mon modeste cabinet, je communique via les mamans, les papas, les parents, les enfants, et j'aimerais bien ouvrir la naturopathie dans l'enseignement, justement, dans les écoles primaires, dans le cursus des instituteurs, des professeurs, pour leur donner un peu de protection aussi par rapport à la pédagogie qui n'existe plus. Et puis, de même, dans le cursus des soignants, voilà, dans la naturo, le bien manger, la communication du patient, les plantes, parce que c'est un savoir ancestral, les interactions, les contre-indications, de manière à pouvoir vraiment faire cette jolie interface, de faire tomber les murs entre les disciplines et que tout le monde ait le temps d'écouter notre partenaire professionnel. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très touchée de nous avoir réunis, que des personnes que j'adore, j'apprécie beaucoup, et se retrouver au même endroit, c'est très fort. Ah oui, c'est religieux, presque. Et puis merci à vous d'être venus, et c'est pas fini, hein. Et ça fait plaisir d'avoir pu entendre certaines personnes parmi vous prendre le micro, et puis on n'a pas fini, et c'est au jour le jour en fait qu'on a tous des épreuves, voilà, elles sont différentes pour chacun, et puis c'est ça qui fait que la vie est importante. Et le soutien mutuel est toujours chaque jour très important. Donc voilà, merci Nebeuia, merci Isabelle, et puis Jean-Pierre va revenir tout à l'heure, il avait un impératif, mais il reviendra pour le concert. Pour le concert, pardon. Concert. Démystifié.